Bonjour et bienvenue chez Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons parler management. Mais pas management PowerPoint, c'est pas trop dans mon habitude. Nous allons parler de ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsque l'on grandit dans la tech, dans le e-commerce, dans les fintech, que l'on se retrouve un jour responsable d'équipe, de décision, parfois de dizaines ou de centaines de personnes. Parce que manager, ce n'est pas un titre, ce n'est certainement pas non plus un diplôme. D'ailleurs, mon invité du jour a une formule que j'adore, le seul diplôme dont on aurait vraiment besoin pour manager, c'est le BAFA. Autrement dit, comprendre les dynamiques humaines, observer, écouter, créer du collectif. Je pense que ça donne le ton de l'épisode d'aujourd'hui. Mon invité est quelqu'un que je connais depuis des années dans mon ancien écosystème, donc l'écosystème plutôt de digital au sens très large, et nous avions pour habitude de discuter des heures, de management, de business, de croissance, mais aussi de difficultés, galères traversées, certes formatrices, mais aussi particulièrement secondes. Quelqu'un qui a traversé plusieurs des grandes entreprises que vous connaissez certainement, côté marchand comme côté fintech, dont je pourrais entre autres citer Honey, Vente Privée ou encore Accor Hotel et Underrated. Aujourd'hui, il est country manager d'un cabinet de conseil international spécialisé et, petite anecdote au passage, principalement en remote aussi. Donc au-delà de ce parcours, ce que j'apprécie de nos échanges, c'est son regard très analytique sur le business, un œil extrêmement lucide aussi sur le monde du travail dans lequel nous évoluons, et en même temps une approche profondément humaine du management, de la croissance et du succès. Alors Son, je te remercie énormément de ton temps et je te souhaite la bienvenue, Son Nguyen, dans cet épisode. Merci pour l'invitation. Moi, je suis très heureux d'être là. Effectivement, ça fait suite à de nombreuses discussions et échanges qu'on a eus, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences passées. Et en fait, on s'était dit qu'un jour, faudrait qu'on formalise un peu tout ça. Moi, je pense que voilà, c'est une super opportunité d'en parler, parce que c'est pas des sujets qui sont souvent évoqués dans notre industrie. Et je pense que c'est peut-être un tort. Mais voilà, voici l'occasion d'en parler. C'est aussi ce qui fait la différence, je pense, entre les vrais succès ou les dysfonctionnements. On va partager quelques anecdotes, je pense, aujourd'hui aussi. Son, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton introduction, dans ta présentation, que tu aimerais mettre en avant ? Juste un point, je dirais que le point, c'est comme beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie digitale et tech, c'est pas un parcours qui est choisi sorti d'école, hein, c'est un parcours qui est vécu et qui est le fruit de heureux hasard, opportunités, chance qu'on prend. Et effectivement, c'est plus entre guillemets le parcours qui nous intéresse que finalement la finalité qu'on avait à la sortie, parce que si je regardais ce que j'avais pu faire à la sortie, je me serais déjà arrêté parce que j'ai atteint mes objectifs quasiment 10 ans après de sortie d'école. Voilà, donc d'un coup, il faut continuer à se dire qu'est-ce qu'on continue à faire, et c'est là où ça devient intéressant, parce que quand on explore, c'est vraiment là où il y a des belles découvertes. C'est aussi un parcours de renaissance et de réinvention, je dirais. Tu dis souvent quelque chose qui m'a marqué, qui fait écho à ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière, mais ça se provoque. Est-ce que tu peux nous raconter comment ta trajectoire, justement, elle s'est construite ? Qu'est-ce qui a été intentionnel ? Bon, si j'ai bien compris, les 10 premières années. Et qu'est-ce qui a été plutôt opportunité, envie, peut-être un peu irrationnelle parfois ? Avec le recul, quelles sont ces décisions qui ont vraiment changé la donne ? Je vais refaire mon parcours. Donc, le bac en 1994, ça commence à dater pour certains. Certains n'étaient pas nés, de nos auditeurs. Et à cette époque-là, effectivement, moi, je voulais faire de l'IT, de l'informatique, et c'était une très mauvaise période pour y aller, parce que c'était une période noire pour l'informatique à cette époque-là. Suivant les recommandations, je vais aller faire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, j'ai tenté d'aller faire du médical d'abord. En 2 ans, j'ai tenté de faire les concours de pharmacie. C'était pas du tout fait pour moi. Donc, j'ai rapidement compris. Et après, il y a eu un choix. Tu vois, c'est un choix. C'est quoi le parcours de vie. Avec mes parents, on avait discuté si je voulais pas faire hôtellerie, notamment cuisine, gastronomique. D'accord. Et donc, on avait pris les dossiers pour Cordon Bleu à l'époque, et d'autres écoles hôtelières, pour que je puisse faire un parcours manuel. Mes parents n'avaient aucun sujet par rapport à ça, ils trouvaient ça une idée noble. Simplement, c'est que j'ai pas de CAP, donc il fallait que je reparte de loin, et d'un coup, rentrer directement en post-bac dans les écoles sans expérience professionnelle et un CAP, c'est comme très très compliqué. Et après, je me suis revenu sur simplement l'université. Je savais pas quoi faire. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Je dis bon. Tu cherchais. Je cherchais toujours. Je pense qu'on continue à chercher ce qu'on veut vraiment faire. Ça, c'est une de mes philosophies. Et je me suis retrouvé effectivement à revenir à
à la faculté, à la fac, parce que c'est voilà, quand tu sais pas, ce qui est pas trop généreux, c'est d'aller à l'université puis choisir de faire une école, etc. Je me suis retrouvé et puis finalement, j'ai trouvé un moyen de revenir sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire l'IT. Et j'ai commencé en fait ma carrière en IT. Donc et on sort juste après l'année 2000 où il y a de nouveau le boom informatique et il y a une vraie demande. T'as cette structure où les ressources sur le marché sont inférieures à ce que demande le marché, donc t'as quand même des opportunités qui se développent par rapport à ça. La réalité, c'est que je me suis dit bon, ça commençait à devenir quand même une trajectoire relativement tracée. Derrière, tu vois, après c'est aussi l'école de la vie, hein, donc où en fait à leur faire sur un master en fait. Hein. Et d'un coup, je commence à avoir des petits sujets familiaux où ça allait pas très bien financièrement, donc je me suis quand même j'ai fini par prendre une décision de faire un drop-off de l'école pour aller travailler. Au début, quand tu es dans cette situation-là, t'as pas les mêmes opportunités que quand tu finis avec un diplôme, mais après, tu bûches, et puis après, tu te dis, de toute façon, si tu veux t'en sortir, il faut que tu prennes ton destin en main et pas simplement te laisser porter. Donc c'est-à-dire qu'il faut provoquer le destin. Donc il y a des choix que j'ai faits déjà dès ce moment-là qui ont été importants. Mais effectivement, dans une réalité alternative, j'aurais pu être chef dans un restaurant parce que les gens qui me connaissent savent que c'est une vraie passion la cuisine. Donc mais après transformer une passion en métier, c'est un autre sujet. Je pense que tu dois évoquer largement dans tes sessions de coaching. Et je pense que après coup, quand même, je pense que c'est un choix rationnel que j'ai fait qui par rapport, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est chef, hein, donc je vois très bien les sacrifices qu'il a dû faire et l'enfer qu'il a vécu pour y arriver. Un peu comme beaucoup de de cet écosystème-là, puisque pour les connaître beaucoup et échanger avec eux, tu tombes dans ce digital et dans ce domaine des fintech au sens large un peu par hasard. Je dirais oui et non. En fait, il y a des éléments de hasard et je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Le premier élément, c'est que je voulais travailler dans en fait, mon objectif quand je suis allé sur le monde du travail, c'était de travailler pour un très grand e-commerçant qui serait reconnu internationalement et devenir un des piliers de cette entreprise, la faire grandir. C'était vraiment Ton objectif. une de mes volontés. Ouais, c'était mon objectif sorti d'école. Je me dis que j'allais mettre 20 ans pour y arriver et peut-être pas aussi peu de temps que j'allais mettre. Donc, j'ai commencé à travailler dans tout ce qui est technologie web. Je me suis payé une formation aux États-Unis pour des nouvelles technos. Donc, c'est comme ça que je suis rentré par la partie IT grâce à des nouvelles technos qui étaient spécialisées sur le web. Donc, ce qui prouvait déjà à l'époque que quand je voulais quelque chose, je me donnais les moyens d'y aller. J'attendais pas que mon entreprise me paye. Donc, voilà, j'ai pris des congés et je suis allé me former au Texas. Et après, quand je suis revenu tout de suite, ça a payé parce que des gens qui avaient une formation sur une nouvelle techno qui n'était pas encore sortie, il n'y en avait pas. Donc ça m'a permis de jumper sur un premier projet et c'est là où je suis arrivé dans le groupe Accor, qui était encore à l'époque Edenred et Accor. Moi, j'étais dans la branche Edenred, la partie service, dans un nouveau spin-off qu'ils avaient lancé. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans l'IT, avec mes premières expériences en management. Et ça, on y reviendra dessus, mais oui, c'est un peu comme ça. Après, de l'IT, les années ont passé, les entreprises ont changé. Je suis passé de l'IT par fruit du hasard ou pas, mais j'ai forcé un peu le destin et finalement ça m'a souri. Je suis passé de l'IT à la finance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma famille, ils sont tous dans la finance. Tu t'es fait rattraper en cours de route. C'est exactement ça ce que j'en parlais à mon défunt père, je lui disais ouais, mais j'ai l'impression que les fruits ne tombent jamais très loin de l'arbre en fait, malgré tout ce que tu peux faire en fait, il y a une sorte de gravitation autour de ton ADN, ton héritage familial, c'est dingue hein. Et c'est vrai hein, malgré ce qu'on peut se dire, et j'ai tout fait pour pas y aller. Je suis rattrapé par la patrouille et je suis dans un secteur que la famille n'avait pas encore exploré parce qu'ils sont plutôt eux dans la partie corporate finance et investment banking. Moi, j'étais le premier à sortir dans le côté un peu plus opérationnel, plus retail, c'est-à-dire la partie paiement. Mais ça n'empêche pas, effectivement. J'ai quasiment plus d'expérience dans le secteur financier que toute ma famille. Donc, Je vais revenir avec toi sur, tu as commencé à l'évoquer, c'est de passer de contributeur à manager. C'est quelque chose qui est quand même pas si simple. Et puis, pour beaucoup, encore aujourd'hui, de devenir manager, ça se fait par promotion. Quand tu es très bon technicien ou que tu es expert dans ton domaine, alors on te propulse manager sans forcément toujours t'accompagner. Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle de manager et comment tu as géré ? Je m'en souviens très bien. J'étais développeur à l'époque et on avait, on appellerait ça des équipes par asset. Je travaillais sur la partie back-office et à un moment, pour les problématiques de reporting et de coordination de réunion, ils demandaient un leader et j'étais désigné leader d'équipe à un instant X. Et d'un coup, tu amènes à faire pas des vrais
management opérationnel dans le sens avec validation des congés, mais plutôt les premiers éléments, c'est-à-dire les problématiques de coordination, synchronisation et un peu de planification, parce qu'il faut quand même un peu en faire. Ça m'avait effectivement un petit peu interpellé à l'époque, parce que d'un coup, t'es content quand on te dit tu vas représenter l'équipe dans les meetings interservice ou inter-équipe, c'est une bonne chose. Après, quand on t'explique qu'il y a on te donne pas beaucoup d'éléments pour y arriver, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a à faire en fait. Et c'est un des premiers éléments que j'ai remarqué, tu vois, et c'est dans la culture un peu managériale française, hein, que en fait on t'en bombarde dans une position sans forcément te donner les éléments de savoir c'est quoi l'attendu. Donc on demande de performer, de faire un travail mais sans outcome précis. Exactement. Donc tu découvres en fait par tatillon. Donc effectivement, faut pas avoir peur. Hein. Donc il faut juste se lancer et commencer à découvrir ce que les autres font, ce qui pour toi a l'air d'avoir du sens. Il y a des éléments qui ont l'air d'être attendus lors des réunions. En premier, tu es obligé de faire un peu de reverse engineering pour savoir un peu ce que tu dois faire. Donc tu dis d'accord. Et il parle de ça. Donc pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Mais effectivement, il y a ce côté très franco-français, et c'était une petite structure, hein. C'était dans un grand groupe, mais c'était dans une petite structure d'une 50aine de personnes. Et d'un coup, tu es déjà devant des éléments où tu es attendu sur des éléments de reporting et de coordination sur lesquels on t'a donné aucun élément de comment y arriver. Hein. Donc il y a un côté, tu te débrouilles. Et Internet n'est pas ce qu'il était, on n'avait pas de ChatGPT pour nous aider à l'époque. Hein. C'est un peu l'apprentissage à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque? Ou qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune manager que tu mettrais dans cette situation-là? En fait, je pense que le plus attendu, c'est de façon d'être pragmatique, parce que ce que j'ai aussi compris, c'est qu'une approche théorique, c'est bien, mais ça marche jamais s'il n'y a pas une approche pratique. C'est-à-dire, effectivement, je pense que quand on est dans une logique de transition, de vouloir transitionner quelqu'un dans l'équipe, il y a une partie du temps, il faudra accepter de faire un handover, un shadowing des vraies tâches pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe et l'attendu. Et après, il y a les éléments de ce qu'on appelle les éléments culturels de l'organisation dans laquelle tu es, qu'il faut lui transmettre pour lui donner des grilles de lecture, et pas simplement bravo, tu étais nommé manager, tu découvres ça et d'un coup t'es un tour d'équipe, tu dois rencontrer des gens, mais ça te dit pas en fait ce qui est vraiment attendu de toi. Et c'est rare que les personnes que tu vas être en interview vont te dire j'attends ça de toi, j'attends ça de toi, j'attends ça de toi. Il y a plusieurs étapes effectivement quand tu rentres dans le management ou que tu évolues dans ta carrière. Il y a ce premier poste de manager souvent qui est très marquant. Certains s'adaptent et certains plus jamais. Moi, j'ai vu aussi des personnes dire plus jamais je ne managerai. Et puis, tu as une autre étape après derrière qui est quand tu deviens manager de manager ou que comment gérer encore plus de personnes, de people, parce qu'il y a vraiment ce côté alignement communication. Un des travers que je vois assez fréquemment, c'est que à chacune de ces phases, c'est que les personnes vont tendre à se changer, à changer leur personnalité. Et quand on a préparé cet épisode, tu me disais, mais non, le but du management, c'est justement de ne pas changer qui tu es. Au contraire, c'est d'apprendre et de garder ce temps ou cet espace-temps pour continuer d'apprendre à te connaître toi, d'avoir des outils, certes, mais plus tu te connais toi et mieux tu manages, mieux tu es en capacité d'aller chercher ces résultats, justement, de les définir, quand on te les définit pas, mais d'aller chercher ces résultats. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé à prendre conscience de ça et quels sont les outils aussi sur lesquels tu t'es appuyé? Un des éléments, je me rappelle, c'est la discussion que j'avais avec un manager à l'époque quand j'étais plus jeune, hein, qui me disait cette phrase, tu vois, ça m'a marqué, il m'a dit le management c'est le contrôle. Donc ça va revenir à certains biais cognitifs qui existent déjà, mais déjà à l'époque, je sentais que d'un point de vue personnalité, pour moi, le contrôle, je dis, il y a des éléments de contrôle, c'est-à-dire contrôler la personne, rentrer dans la logique de micromanagement, je dis, c'est tellement intrusif et tellement pas dans ma nature, hein, parce que je suis quelqu'un qui quand même va d'abord donner une note de confiance par défaut. C'est dans ma culture, on dirait, c'est une culture un peu très latine, parce qu'on est quand même dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on donne d'abord confiance et après on regarde si quelqu'un va ébrécher cette confiance, tu vois. Et je me dis, dès le commencement du management, de mettre en place des outils de contrôle, c'est que tu as des logiques de défiance absolue vis-à-vis de tes équipes. Je dis, moi je pourrais pas travailler comme ça. C'était un des points qui m'a tout de suite marqué. Je dis, comment les gens font travailler comme ça? Les équipes, elles doivent être sous pression, elles doivent être pas dans une forme d'autonomie qui les permet de performer. Donc, et ça, effectivement, ça a été un des points relativement marquants, parce que et ça a été tellement un point marquant que dans ma tête, je me suis dit, je pourrais jamais être un bon manager. Si c'est ça le management. Si c'est ça le management, c'est pas pour moi.
C'est exactement ça. Et il y en a qui, effectivement, qui peuvent être brûlés par cette perception-là, parce que les exemples qu'ils ont dans l'organisation sont des gens qui sont beaucoup dans le contrôle et peu, effectivement, dans le leadership. Et ça, tu comprends ça qu'un peu plus tard, en vieillissant, avec un peu plus d'expérience, que le management, c'est pouvoir te faire générer et driver des équipes à atteindre des objectifs en tant qu'organisation. Mais ça, on te le dit par le début. J'aime bien utiliser ce terme de micro-organisme vivant. En fait, chaque équipe est un micro-organisme, je trouve. Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Et en termes d'outils, il y en a un ou deux qui t'ont le plus aidé au quotidien, que tu utilises encore régulièrement, par exemple? Dans les outils, on a parlé beaucoup de nos lectures et ça a été un point important. Je dirais, dans ma carrière, surtout dans ma vie en général, hein. C'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément. Moi, je suis quelqu'un comme historiquement de hyper timide, maladif, qui n'ose pas s'exprimer. Et tu es là aujourd'hui. Voilà, je suis là. J'ai déjà parlé devant des centaines de personnes en public, en keynote. Donc, soit on pourrait se dire il y a une sorte de syndrome de l'imposteur permanent, mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas ça. Simplement, c'est qu'il faut travailler sur soi. Et effectivement, il y a des outils qui t'aident à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que le management, c'est pas quelque chose qui est inné. Et en fait, c'est un framework. Et on se rend compte que, comme tous les frameworks, en fait, sont des outils. Il faut utiliser les outils les plus adaptés à sa personnalité. Parce qu'il y a un style de management qui existe. Et ça, c'est vrai, hein. C'est propre à chaque manager, à école de management. Et voilà. Et ça marche en fonction des organisations, des personnalités que tu as dans les équipes, hein. Et donc, pour le coup, parmi les outils, effectivement, c'est le premier des outils, c'est déjà l'écoute. C'est-à-dire, effectivement, ça, c'est facile quand tu viens de quelqu'un qui était timide parce que tu parles pas, donc tu écoutes. La seule chose que tu sais vraiment développer au début, c'est l'écoute pour tenter de comprendre, en fait, les messages qui te sont transmis, les sentiments, les émotions qu'ont les gens. Après, à partir de cette écoute, je vais comprendre qu'il y a peut-être des outils qui existent, qui sont plus structurés, qui vont approcher ça. Et effectivement, on rentre dans le sujet des neurosciences, hein. Assez tôt, j'ai commencé à lire des ouvrages pour la programmation neurolinguistique parce que la PNL, je trouvais ça un outil fascinant. Ça a commencé par des ouvrages que m'avaient recommandé des amis qui étaient très vulgarisés et assez amusants, mais en fait permettaient de comprendre un petit peu ce milieu-là. C'est-à-dire que cet enjeu-là, par exemple, c'est alors pour ceux qui l'ont pas lu, c'est Traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens de Joule, hein, et qui donne plein de cas illustrés. Alors le titre il est horrible, mais effectivement les cas, ça permet de comprendre quand tu te fais manipuler. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que dans les organisations, c'est des sujets sur lesquels tu as souvent à faire. Consciemment ou inconsciemment, hein. Il y en a qui sont volontairement manipulateurs et d'autres qui le font parce qu'en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est ce qu'ils ont vu eux. C'est pas si simple d'en sortir. Mais certaines entreprises en meurent étouffées. Oui, parce que simplement, après, ça peut être, tu sais, la manipulation, elle peut être faite en toute bienveillance, hein. J'ai des managers que j'ai adorés et ils me drivaient toujours à driver plus de résultats jusqu'à que je me crache à un instant X, mais en toute bienveillance, tu vois. Et en fait, eux aussi, il faut que et ça, c'est quand tu grandis, tu loues d'autres ouvrages en neurosciences que, en fait, accepter et pas non plus une solution. Un des rôles aussi du manager, c'est savoir dire non à ses équipes, non au-dessus, et savoir le traiter, cette information. C'est pas parce que, et ça, tu comprends mieux les transactions, en fait, quand tu lis les PNL. Mais si tu n'acceptes pas, c'est que tu m'aimes pas, tu vois, c'est le côté transactionnel, Ouais. et tu as peur de décevoir. Et donc, il y a beaucoup de jeux sur la partie émotionnelle. Donc, apprendre à lire et à comprendre ces dynamiques sont vraiment très importants. Je pense que c'est vraiment un outil dans le management moderne qui est vraiment très, très utile à avoir dans sa toolbox parce que le champ d'application est très quotidien. Ouais, et très large et aussi bien professionnel que personnel en plus. Effectivement, la PNL, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. PNL, ProcessCom, ça donne des clés de lecture, des grilles de lecture. Alors, c'est pas pour mettre des gens dans des cases, mais ça permet de comprendre certaines interactions conscientes ou inconscientes. La partie que t'évoques aussi, apprendre à dire non. Oh là là, pas si facile. Peur de décevoir, tu l'évoques très justement. L'autre outil aussi que t'évoquais juste avant dans la conversation, mais je pense qu'il y a un outil qui est important, c'est la confiance. C'est comment créer vraiment de la confiance, parce que tu le dis assez justement, c'est OK, il y a une confiance par défaut, mais ça se construit aussi tous les jours. Comme beaucoup de choses dans la vie, la confiance est un choix quotidien. Elle se mérite. Et je dirais que c'est un peu comme une forme de relation, comme le respect dans le mariage. C'est-à-dire qu'à un moment, ça se mérite et ça se travaille quotidiennement. Donc, tu peux pas dire que, parce que je suis ton manager, naturellement, tu vas avoir 100% de confiance et ce capital de confiance est inébranlable. Ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire, confiance, c'est plein de petits signaux que tu envoies quotidiennement qui prouvent que tu es digne de cette confiance que tes équipes t'octroient.
Je pense que le premier élément principal de la confiance, c'est respecter sa parole. Et quand tu peux pas la respecter, expliquer pourquoi t'as pas pu la respecter ou le dire simplement plutôt que le cacher. Tu vois, ça aussi, c'est un des points, c'est-à-dire que la confiance, c'est aussi une forme d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis des gens avec qui tu interagis. Et l'enjeu, je dirais, dans les organisations modernes, c'est de pouvoir contribuer à cette confiance, hein, et avec des contraintes qui sont pas forcément des fois compatibles avec, hein, et savoir imprimer, jouer, faire le jeu d'équilibriste entre ces deux notions, parce qu'effectivement, il y a des choses quand tu es manager que tu peux pas forcément redescendre, des directives d'entreprise, ou si on t'annonce que on va faire un plan social, bon, c'est pas quelque chose que tu peux annoncer à tes collaborateurs, tu vois, et surtout, bon, c'est toujours c'est hyper cadré, etc. Donc il y a du légal derrière, donc il y a des choses que tu peux pas faire, même si ta conscience voudrait que tu le dises, et ça c'est pas toujours un choix facile pour les managers. Mais après, il y a aussi des moments où les gens sont pas idiots en dessous. Donc, ils sont parfaitement conscients et les rumeurs, l'étanchéité des informations dans les entreprises, on sait ce qu'elle vaut. Hein. C'est-à-dire, je dis, hein, et les fuites d'informations, c'est facile à en trouver partout. C'est-à-dire que c'est des gens qui impriment des papiers pour un codir spécial ou un comex spécial. Le temps qu'aller chercher les papiers À l'imprimante, ça a à dit. l'imprimante, hop, et quelqu'un est arrivé, voit le truc, Ouais. et ça commence comme ça. Donc c'est vraiment des sujets qu'il faut traiter. Et je pense que ça, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Les Américains, ils ont un terme pour ça, walk the talk, c'est-à-dire en fait, tu fais ce que tu dis. C'est vraiment ça, c'est vraiment important. La confiance, parce qu'on a eu plusieurs discussions sur ce sujet-là, la confiance n'exclut pas l'échec, parce que tu as un regard quand même assez critique sur la manière dont on traite l'échec, surtout en France. Et tu dis notamment, manager par le risque, c'est la mort assurée. Il y a cette phrase que tu m'as déjà dite aussi, si ton outil est un marteau, forcément, tous tes problèmes sont des clous. Quel est ton regard justement sur cette culture du risque qu'on a en France de manager par le risque et cette peur de l'échec qui tétanise quand même un paquet d'entreprises, un paquet d'équipes et qui les empêche d'y aller à fond. C'est un enjeu très culturel. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de la mentalité américaine. Faut pas croire aussi, il y a une forme de stigmatisation des échecs dans certains de ces pays-là. Et il y a le marketing et la réalité du terrain, comme toujours. Je pense que si tu veux, quand je dis que, si on va parler déjà de la culture de l'échec, en France, elle est omniprésente à plusieurs niveaux et ça se ressent même dans le réglementaire. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'école. Je pense qu'il y a aucun des solliciteurs qui pourront se dire que le jour où ils ont eu une mauvaise note, ils n'ont pas été stigmatisés par le prof. C'est très rare. Et on a tous eu le cas de monsieur Nguyen, 7 sur 20. C'est quand même pas terrible. En public, il n'y a pas de décence sur l'échec par rapport à ça. Et il y a une sorte de culture de stigmatisation qui existe depuis très longtemps et qui, même s'ils ont fait des efforts pour la réduire, existe encore. Mais ces histoires-là, mes enfants, j'ai entendu. Donc, c'est-à-dire que même la génération qui est quand même la génération, tu vois, tu dis, mon fils est né en 2009, hein, donc il a 17 ans, il a encore entendu. Je dis, wow, ça a pas si changé que ça. Moi, j'en ai des un petit peu plus jeunes et effectivement, ça se voit au quotidien. La comparaison, c'est partagé, c'est public, la remise des notes en classe, l'évaluation les unes par rapport aux autres. Je dis pas que ce n'est pas nécessaire quand tu as un esprit compétitif, hein, qu'il y a des gens qui vivent pour ça et ils ont besoin de ce drive de se comparer aux autres pour pouvoir grandir. Après, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et après, il y a le point, tu vois, aussi, c'est la stigmatisation de l'échec. En France, quand tu es entrepreneur et tu es en faillite une fois dans ta vie, même si après tu t'es refait, t'es noté à la Banque de France. Et ils veulent retirer ça, et ça a été long pour retirer ça, mais c'était historique, c'est-à-dire que t'as une note d'infamie qui marque en fait ton cursus à vie. Et la réalité, c'est que, et ça c'est la réalité de la vie, on évolue que par les erreurs sur lesquelles on a un apprentissage. Donc c'est assez drôle parce qu'on a besoin de ces erreurs pour grandir, pour mieux comprendre, pour réajuster, et puis pour se faire confiance aussi dans notre capacité à rebondir, et en même temps, la moindre pas de côté, le moindre pas de travers est sanctionné, commenté, sans utiliser le terme critiquer. Et quand tu es manager, justement, patron d'un département, d'une business unit ou d'une entreprise, peu importe, t'es extrêmement présent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parleront, et je me rappelle, c'était un des fondateurs d'une des entreprises sur lesquelles j'ai travaillé, qui avait dit pourquoi on est si fort, parce qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Oui. Et on a appris de ces erreurs. Et je trouvais ça très audacieux parce que quelque part, il avouait clairement qu'ils avaient fait des erreurs. Et c'était vrai, on avait fait plein d'erreurs, donc c'est logique. Mais on a appris de ces erreurs.
et on a grandi au-delà. Et je pense que ça, c'est le point important que les gens ont tendance à oublier, c'est que à un moment, l'apprentissage, c'est une sorte de gamification, c'est-à-dire un échec, c'est pas forcément le game over. Tu peux réussir encore et revenir et jusqu'à que tu y arrives. Et c'est le but de la vie, parce que la vie, c'est que des obstacles à franchir. Ah oui, et ça rejoint aussi cet aspect de trauma petit T ou grand T qu'on a pu évoquer autour du livre de Gabor Maté. C'est dans ce monde professionnel, effectivement, chaque stigmatisation, chaque petit T de trauma reste pour autant un trauma et qui viennent s'accumuler les uns à la suite des autres. On est forgé par ces petits traumas, par les petits et les grands traumas, mais globalement, oui, c'est les petits traumas du quotidien, les souvenirs qui te marquent, sans forcément changer fondamentalement en fait ta personnalité. Mais ça, c'est des petits traumas. Tu te souviens de moments clés dans ta vie où tu as entendu des phrases et tu dis d'accord, ok, je vais apprendre de ça et voilà. Et après, comme dirait Nietzsche, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et je considère que c'est toujours vrai. Et ça, je l'ai vécu et à titre professionnel et à titre personnel. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille dont le père a fait, on a alterné, on est une famille de migrants, donc on est arrivé, on n'avait rien, on est remonté parce que mon père était diplômé de Sciences Po, donc c'est jusqu'à la direction générale de grands groupes bancaires. Et après, les événements se passent, tu vois, et on a fait des alternances entre faillites, donc avec des moments durs. J'ai dormi dans la cave des gens. Tu vois, c'est vraiment des moments où c'est compliqué, où tu dis c'est ça ou c'est la rue. Donc voilà, il y a des vrais choix. En fait, tu te rends compte que finalement, si tu prends une autre approche, c'est-à-dire c'est une forme de survivalisme, quand les gens qui ont vécu la guerre voient la vie très différemment, et le survivalisme, c'est la capacité à rebondir. C'est pas l'important, c'est pas de tomber, c'est à chaque fois de se remettre debout et continuer à avancer. C'est comment tu repars, comment tu redonnes de l'élan et comment tu gardes cet élan personnel aussi. Je pense que c'est un apprentissage qui est nécessaire et après quand ça devient une conviction, tu vois les choses très différemment. Parce que quand tu commences à appréhender que l'erreur n'est pas une finalité, c'est pas la fin de tout, et d'un coup tu peux désescalader plein de choses, c'est-à-dire qu'en fait tu dis t'as beaucoup moins d'anxiété par rapport à l'échec. Ouais, je me suis entendu faire des fois en meeting avec des Américains, ils me demandaient ok, qui c'est qui peut prendre la décision? Je vais la prendre parce que sinon le sujet va pas avancer. Et je me rappelle du manager en face américain qui dit mais qu'est-ce qui se passe si t'as tort? Je dis bah je serai viré. Et d'un coup cette nonchalance dans le fait que j'ai pas peur de perdre mon poste, ça a complètement désarmé et on a pu avancer sur le sujet. Et si tu n'étais pas passé par tout ça avant, est-ce que tu aurais pu justement avoir cette capacité de prendre cette décision-là? C'est difficile à répondre parce qu'on est plutôt le résultat en fait d'un cursus plutôt que d'un parcours, une expérience de vie. Ce que me disait un de mes managers, tu dis en fait tu es devenu un modèle qui est non réplicable. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas lié à des études ou à des skill sets, c'est lié en fait aussi à une personnalité. Donc je pense que c'est et ce qui nous rend à chacun d'entre nous unique. De toute façon c'est nos personnalités plus nos skill sets. Et voilà. Et je me rappelle parce que c'est des points vraiment structurants en termes de comment tu perçois les sujets qui arrivent vers toi. Dans les deux cas, t'as des personnes qui sont les postes de management et la réalité devient insurmontable. C'est-à-dire qu'ils savent plus où donner de la tête. Il y a d'autres qui disent de toute façon je prends un sujet, j'avance dessus et puis je passe au bout d'un problème suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est en ça où c'est extrêmement important, tu le disais dès le début, c'est d'apprendre à se connaître parce que c'est un perpétuel aussi renouvellement mine de rien. Contexte, skill set personnel, histoire personnelle qui vont venir activer ou pas des capacités à passer et à prendre certaines décisions. Si on prend un peu de recul, plus macro, quel est ton regard aujourd'hui justement sur l'évolution des organisations? Quelle place occupe le travail aujourd'hui pour toi? Comment tu vois ce qui se passe actuellement et comment tu imagines que ça va se projeter sur les 10 ou 15 prochaines années? Le management, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière de façon régulière. Là, je pense qu'on a la partie step back. On a eu une phase dans les années 2010-2020, vers 2015 et 2020, on a eu des grosses phases où organisation libérée, t'en as entendu parler, nouvelle forme de management, et il y a des entreprises qui sont allées à fond dedans. Même nous, on se regardait, waouh, ils sont courageux. Donc les entreprises qui changent complètement leur structure managériale et des pyramides inversées, waouh, quand même. Et moi, j'aime toujours me référer un petit peu à l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que c'est des structures qui ont vraiment fonctionné dans l'histoire, parce que l'humanité a plein d'exemples de structures où on a voulu mettre le destin de pays, des civilisations sous différentes formes, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que l'humain reste l'humain. Et c'est pas parce que tu clames que tu veux avoir la liberté, l'autonomie, machin, que quand tu l'as, tu l'acceptes. Ce que je dis toujours. C'est-à-dire que quand tu as vécu toute ta vie comme un lapin en cage, où on t'a donné à manger tous les jours, donc d'un coup dans cette chaîne hiérarchique,
Très, très toujours difficile d'en sortir. très difficile d'en sortir. Et la preuve en est, c'est, tu vois, l'exemple, tiens, c'est un fait divers, c'est des gens qui avaient libéré des lapins en cage, hein, et les lapins sont morts parce qu'ils Mmh. n'avaient plus se nourrir, Ouais. simplement. C'est comme les personnes qui décident d'entreprendre, devenir entrepreneur ou se lancer à son compte. C'est absolument pas du tout le même mindset que quand tu as été salarié toute ta vie. C'est vraiment aussi en interne un énorme changement et une énorme révolution. Alors là, oui, dans cette culture-là, c'est pas parce qu'on est un très bon manager qu'on deviendra un très bon entrepreneur. Ça, il faut vraiment se le dire. C'est une leçon que j'ai amèrement appris pour avoir lancé une start-up dans les années de mars 2020, à quelques jours du confinement, tu vois. Ouais, ok, super. Donc voilà. Super. Et oui, parce que en fait, dans une entreprise, notamment dans l'entreprise digitale, on est à créer des initiatives, même si elles sont innovantes, à l'intérieur d'une organisation avec des assets qui existent, une puissance économique qui existe. Alors quand tu es entrepreneur, souvent tu pars de pas grand-chose à part ton carnet d'adresse, un coup de volonté, de l'huile de coude, hein, et surtout une forme d'abnégation qui dit que ça va réussir. Et je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Hein. Donc il y a les entrepreneurs qu'on va marketer, la carte postale, hein, qui vont finir sur Forbes, machin, les Échos, ce que tu veux. Ils sont pas la carte postale, mais la réalité, c'est les entrepreneurs, c'est des artisans, c'est des gens, des patrons de PME, c'est ça les entrepreneurs, la réalité d'économie. Et c'est ce qui fait quand même le plus gros de l'activité de l'économie des pays. On en parle peu, mais toutes ces PME et ETI, c'est quand même là où il y a le plus gros, la plus grosse activité. C'est exactement ça, et donc c'est pour ça qu'en fait et tu vois souvent, tu vois, c'est quand tu discutes avec des collaborateurs, tu dis ce serait bien que vous lanciez une entreprise, et quand tu lances une entreprise, il y a toujours des gens qui vont dire j'aimerais bien vous rejoindre, mais par contre faut qu'on discute salaire. J'ai dit non, quand tu lances une entreprise, il y a la seule garantie que t'as pas, c'est le salaire. C'est tout à fait. Il y a une dissonance cognitive quand tu leur parles, parce qu'ils aiment bien le côté sexy carte postale des startups. Mais la réalité, en fait, d'une startup, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se payent pas, ou pas avec des salaires fixes, ou avec que des dividendes. Et ça ne marche que parce que ils ont une structure de support qui leur permet de faire ça. C'est-à-dire que voilà, il y a un filet de sécurité qui existe, qu'on voit pas forcément, parce qu'on n'en parle pas dans la carte postale, du filet de sécurité. Mais voilà, mais il vaut mieux raconter l'histoire où t'as mangé des nouilles de ramen pendant 2 ans pour pouvoir lancer ta start-up, plutôt que effectivement te dire que de l'autre côté il y avait papa, maman, ou ton conjoint travaillait, ce qui permettait quand même à un moment, t'as un plan avec un risque calculé, parce que quand t'as un crédit sur la maison ou t'as des enfants à l'école, il y a des risques que tu peux prendre, mais il faut qu'ils soient calculés. Si aujourd'hui tu avais une baguette magique, quelles seraient les pathologies du management que tu observes dans les organisations que tu as pu traverser ou côtoyer? Quel serait ton top 3 de choses que tu aimerais faire disparaître ou transformer fondamentalement? Il y en a plusieurs. Hein. Je dirais que la première, je pense qu'effectivement, c'est sur la gestion de la peur. Effectivement, ça, c'est une vraie sclérose dans le management, la gestion de la peur. La peur est souvent un driver de beaucoup de sujets qu'on a, c'est-à-dire par rapport à la peur sur les enjeux qu'on manage, nos objectifs stratégiques, les éléments sur lesquels dépendent notre rémunération. Hein. On parle des bonus exécutifs, mais c'est aussi ça la réalité. Et d'un coup, effectivement, aussi ça génère aussi les problématiques de défense de précaré qu'on connaît assez bien. La peur qui vient quelque part aussi un peu toucher l'ego des uns et des autres. Oui, c'est pas déconnecté du tout. Hein. Je considère que les deux sont connectés. D'accord. Parce qu'effectivement, la peur aussi, c'est dans l'ego, il y a aussi une problématique de développement de soi. Et en fait, il y a des gens qui sont très 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 bons par rapport à ça, mais je dirais que ça vient d'une place de peur. C'est des peurs que tu sois pas perçu comme tu penses l'être. Tu vois aussi, il y a cette peur-là. La reconnaissance attendue. Donc on est sur un sujet où les gens souvent ils sont c'est un driver principal, inconscient, je pense, parce que tu vas jamais dire consciemment que t'as peur. Hein. Je pense que c'est pas l'entreprise n'est pas un endroit de vulnérabilité, comme on dit. Ouais, mais t'es toujours sur le qui-vive. Il y a vraiment ce côté. Toujours sur le qui-vive. Ok. Et le deuxième point, je dirais qu'effectivement, une fois qu'on s'est retiré ça, c'est tiens un peu une conséquence, mais c'est les problématiques de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, le contrôle, et ça revient à ça, parce que le contrôle, ça gère pas mal de choses, ça gère du micromanagement, ça gère des mécaniques de management qui des fois tournent au présentéisme, hein, ça existe, hein, donc
Toujours Et, encore très marqué. et après, avec les fameuses blagues qu'on dit toujours, tu pars à 18h et tout le monde te dit, tu prends ton après-midi, tu sais, les cultures françaises, on l'a tous connu, hein, donc Oui, oui, oui. ça c'est vite pas le plus grave. Mais effectivement, il y a cette problématique-là parce que d'un coup, ça post-Covid, ça a des vrais impacts sur les collaborateurs. Alors nous, on est on travaille, on est international, donc on est par design, on est remote. La boîte a été créée en remote parce que Vous êtes éparpillé à travers le monde. c'est ça. Donc quand on est présent dans plus de 25 pays, tu peux pas être physiquement dans un bureau. C'est pas possible. C'est vraiment très compliqué. Et beaucoup de nos clients sont aussi dans le même. Du coup, c'est là, ce qui est intéressant, c'est que les organisations mondiales sont par nature assez plus ouvertes sur le remote parce que techniquement, ils fonctionnent déjà en remote. Quand tu travailles avec Mexico ou Bangalore ou les Manille, à un moment, tu vas pas y aller en avion tous les jours. Hein, donc. Pardon, du coup, je switch un petit peu par rapport à la question initiale, mais quel est ton regard justement sur ce comeback que l'on peut faire là, sur le remote justement, où il y a énormément d'entreprises qui demandent à leurs collaborateurs et collaboratrices de revenir au bureau, non pas 2-3 jours par semaine, mais quasiment 5 jours par semaine. Officiellement, on connaît la réponse, hein, c'est enjeu de synergie, de productivité, de back to normal. Il y a des enjeux financiers que certains ont énoncés, notamment sur les problématiques de la crise qui existe dans l'immobilier commercial, qui a entre sombré mondialement, et les private equity sont aussi des fois les victimes, notamment ce coup. Je dirais qu'après, effectivement, on revient aussi à une place où on va redonner du confort à des senior managers qui étaient historiquement habitués à faire ça. Ce qu'on comprend aussi, c'est que ça revient au sujet qu'on a eu au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé, on n'a pas été préparé à travailler en distanciel. Tu vois, en Et ne remote, pas être dans le contrôle. et pas être dans le contrôle, mais en fait de simplement checker les outputs plutôt que de checker le dans. Parce que après il y a des abus quand tu es en remote, il y a forcément, mais après l'enjeu c'est de savoir driver ton travail par rapport en fait des livrables et des attendus plutôt que travailler et passer sur ton contrôle. Tu vois, effectivement, si à un moment tu te dis il doit me filer le livrable vendredi, là il est jeudi de la semaine suivante, il a toujours rien livré. Là, tu peux commencer à rentrer dans une logique de ce qui se fiche de moi et c'est pas expliqué, etc. Tandis que si un collaborateur, entre guillemets, par rapport aux attendus sur lesquels il est drivé, parce que finalement, on est en train dans cette phase de ce qu'on appelle la gig économie des tâches, on pourrait se poser la question que si tu avais outsourcé la tâche, finalement, ce que tu vas contrôler, c'est le livrable, c'est pas le temps que la personne va passer parce qu'elle est payée pour ça. Donc, et je pense aussi pour ça aussi qu'il y a un mode de travail où de plus en plus de jeunes veulent devenir freelance et ne veulent plus devenir salariés. Et d'un coup, et manager des freelances, c'est pas la même chose que manager des salariés. Hein. Complètement. Surtout s'ils travaillent au forfait. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un mode où de plus en plus, la sécurité du salaire est de moins en moins une garantie de rétention des collaborateurs. On voit que ça bouge aussi énormément de ce point de vue-là. On en reviendra, mais effectivement, c'est un vrai sujet où je pense qu'il y a eu un avant et un après, malgré une tentative de retour. Là, je pense que ça va marcher parce que l'économie est un peu tendue. Et je pense que dès que ça va revenir à la normale, les gens vont pouvoir revenir à cette nouvelle normalité ou avoir des modes de travail qui vont correspondre à ça. Pour conclure, Son, parce qu'on pourrait encore discuter plein de choses pendant longtemps, mais on se reverra peut-être pour une partie 2 sur d'autres thématiques. Mais j'ai une question plutôt simple pour terminer, mais si quelqu'un devient manager demain, manager ou manager de manager, tu vois, prendre vraiment un poste à responsabilité où on est dans cet inconfort de ok, on est propulsé là, mais on sait pas trop comment on va gérer, au-delà de son expertise propre, ou si on se reconnaît plus dans le management dans lequel on a eu l'habitude de fonctionner, dans laquelle l'entreprise avait l'habitude de fonctionner. Quel est le conseil que toi tu donnerais absolument? Ça, c'est effectivement, quand tu montes, tu deviens manager de manager, notamment. Je pense que c'est beaucoup plus prégnant du côté quand tu deviens exécutive, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est trouver un équilibre qui respecte et sa personnalité et son travail. C'est-à-dire que si l'équilibre ne peut pas être trouvé, il y a forcément un côté soit professionnel, soit personnel qui va payer les conséquences de cet élément-là. Parce que en fait, on ne peut pas travailler systématiquement contre ces valeurs, c'est épuisant.
C'est-à-dire que tu as des vrais risques de burn-out en tant que top exécutif qui sont réels. Hein. Et on rappellera aussi que gérer des problèmes et finalement les ruiner et ramener à la maison, les exécutifs ont les taux de divorce qui sont proches de 70%. Donc mes anciens collègues, je pense qu'on doit être 2 à pas être divorcés. Donc c'est aussi une vraie réalité sur est-ce que ça en valait la peine. Et affirmer sa personnalité, c'est pas forcément ne pas faire son travail. Hein. Non, c'est montrer qu'on peut le faire aussi autrement, j'ai l'impression. C'est ça. C'est le fameux pouvoir de dire non à certaines choses, de non à dire non, te donner des directives et tu pensais vraiment que les gens vont gober l'histoire ou pas, quoi? Parce qu'à un moment, tu dis, voilà. Et il y a une chose de dire tu reçois des ordres et comprendre que de toute façon, si tu l'exécutes texto, ça va pas marcher. Donc, il y a aussi une chose qui doit être dans tes valeurs. C'est-à-dire de trouver des solutions différentes. C'est aussi ton rôle d'exécutif, hein, je pense à un moment, de pas juste go with the flow et d'amener des challenges. Hein. C'est pour ça que le COMEX existe. Hein. C'est aussi de challenger la position et des désaccords. Alors, des fois, ça peut être un petit peu verbal. Hein. Un peu tendu. Ouais, ça peut être tendu. Ah oui, ça peut être. Mais je pense que c'est pas plus mal. Il vaut mieux l'exprimer plus que l'internaliser. Tu vois. Moi, je considère qu'il vaut mieux être une position où à un moment tu verbalises par les sentiments, par l'émotion, mais une forme de rationalisation de ce que tu dis avec ton filtre personnel. Tu dis ok, ça c'est ma perception. Voilà ce qui se passe. Et plutôt que avaler la couleur jusqu'à étouffement. Parce que c'est ça aussi, c'est la petite. En fait, sinon c'est la petite mort. En fait, hein. Ce qui veut les managers, les gros pièges, c'est la mort par étouffement en fait de leur propre émotion. Et comme disait très bien Gabor Maté, ça a des vraies conséquences sur la vie. Oui, oui. Et tu le dis, toi, avec tes mots, c'est, tu m'as dit une fois, mais ton corps est une caisse enregistreuse. Si tu n'en prends pas soin, à un moment ou à un autre, faut passer à la caisse. Que ce soit sur le corps, que ce soit sur ces petites morts que tu évoques à chaque fois que tu n'oses pas, que ce soit en COMEX, en instance dirigeante, son codir, peu importe, mais dire aussi factuellement ce que tu penses d'une situation, d'une décision. La problématique, c'est on sait que le stress, c'est un élément contributeur dans les pathologies d'entreprise. Hein. J'ai fait un burn-out, donc j'en sais quelque chose. Hein. Et Dieu sait que j'enquille les heures, que c'est pas le fait de pas vouloir travailler, c'est juste il y a un équilibre à avoir. Si ça reste un travail. Et voilà, et à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, c'est pas ton employeur qui va venir te voir, hein, c'est tes enfants, ta femme, si t'en as. D'un coup, c'est vraiment ça les points importants. C'est-à-dire que effectivement, le management, il peut être efficace que si et seulement si tu es dans une condition de l'exécuter en accordance avec tes drivers, tes valeurs. Voilà. Et simplement après, il faut pas hésiter à se dire, des fois, le management, c'est peut-être pas fait pour toi. On a le droit de le dire. Hein. Tu vois, ça, c'est des vrais sujets que j'ai eu avec un de mes employeurs. C'est-à-dire qu'un fois, c'était, tu fais le COMEX et d'un coup, voilà, tu rentres. Après, tu es positionné pour les postes de directeur général. Moi, ça me vendait pas du rêve. Hein. Et on a le droit. Et c'est aussi réussir que d'avoir cette lucidité-là, de dire, bah, en fait, non, je vais pas m'éclater, non, ça va pas me faire vibrer, non, je vais pas être au max de mon potentiel aussi. C'est pas là où j'ai envie d'être. On a le droit aussi. C'est sûr. En fait, un des points, c'est pour conclure, c'est que souvent, ceux qui ont un syndrome de l'imposteur et qui pensent ne pas être de bons managers finissent par être des très bons managers parce que généralement, ils n'ont pas d'enjeu de pouvoir par rapport au management. Ouais, pas trop d'ego. En fait, ils voient ça comme ouais, il y a pas de problème d'ego. Ils disent, bah, c'est du boulot en plus. Vraiment, c'est comme ça qu'ils le voient. Et c'est des vrais boulots, hein, parce que gérer l'humain, c'est vrai time consuming. Mais je pense que voilà, c'est si vous avez des questions à vous poser, si on veut vous voir et vous sentez pas prêt et vous n'avez pas fondamentalement de valeur à ça, effectivement, je pense que c'est un bon indicateur que vous devriez quand même essayer le management, hein, parce qu'il faut quand même, avant de dire que j'aime pas, il faut au moins essayer. Et après, effectivement, c'est des étapes sur lesquelles il faut se lancer et il y a un moment pas non plus tétanisé par rapport inverse, c'est-à-dire qu'en fait, non, je suis bien dans ma place de confort et je vais pas le faire. Il faut essayer. Et si ça marche pas, dans ce cas, on fait la conclusion. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Il y en a rien. C'est pas la fin du monde. Hein. L'échec dans le management, c'est pareil. Ce n'est pas non plus une fin en soi. La voie classique, c'est qu'il y avait une forme de perception très scolaire de ce que devait être en fait la progression d'une carrière et le management c'était juste une étape logique. Oui, c'est une étape logique, mais vous savez, moi je discute avec beaucoup d'opérationnels, il y a beaucoup de gens qui veulent pas être managers, ne veulent pas porter le risque, ne veulent pas gérer la complexité d'autres êtres humains sur leurs épaules, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Donc d'un coup, il faut se poser vraiment des questions de ce que c'est. Et après, le management, je pense il y a aussi une définition de ce que les entreprises devraient attendre dans le management. Ça reboucle avec deux choses que tu as dit dès l'introduction, à savoir les outcomes. Arrêtons de propulser les gens sur une mission sans leur préciser réellement ce qui est attendu comme résultat. Arrêtons d'être sur du présentéisme et plutôt sur du résultat. Et de la même manière,
apprendre à se connaître à différentes phases de vie, parce qu'on bouge énormément, parce que oui, il n'y a pas un seul parcours parfait. Et qu'est-ce que la définition de successful pour toi? Enfin, qu'est-ce que c'est que avoir une belle carrière pour toi? Ça varie. Quand tu sors de l'école, quand tu deviens parent, quand enfin, toi-même tu changes. Donc ta définition d'une belle carrière change aussi. Oui, comme je t'avais dit au début, j'ai dit j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en sortie d'école, qui était l'objectif de ma carrière, c'est être dans le management d'une organisation e-commerce, en fait leader de son secteur. Tu vois, mon rêve c'était de travailler pour Amazon à l'époque quand j'étais jeune. Quand tu arrives à cet objectif, tu te poses la question, et maintenant je fais quoi? Parce qu'il me reste quand même 30 années de travail. C'est ça. Donc il faut Qu'est-ce qui me fait vibrer? What's next? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et ça, c'est vraiment des points importants. Donc, il faut toujours continuer à être ouvert et que ça à explorer. Le management n'est pas forcément une finalité, mais c'est un outil. Je pense que c'est un élément de parcours qui est important. Parce que l'humain reste quand même la dominante fondamentale des organisations. Nier l'humain, en fait, le facteur humain d'une entreprise, c'est quand même se mettre une réalité de côté qui est quand même assez importante dans l'économie moderne. Même si on est dans une entreprise très tech, même à l'ère de l'IA qui explose de partout, on sait se tirer des balles dans le pied, effectivement. Que de penser que l'humain n'est plus au centre de la création de valeur, je pense que c'est une très grosse erreur, effectivement. Oui, c'est une erreur. Et après, je dirais l'autre point aussi, c'est que dissocier totalement le perso du pro, je pense que c'est quand même compliqué, parce qu'on est des humains, hein, donc la part compartimentalisation n'existe que dans notre tête, je dirais, plutôt que dans la réalité. On n'a qu'un seul cerveau. J'ai pour habitude de dire qu'on n'a qu'un seul cerveau, une seule. On n'a qu'un seul cerveau. Voilà. Et pour le coup, ce qui est important, effectivement, c'est aussi de savoir utiliser, entrer les assets du privé dans le professionnel, parce que ce qu'on fait dans la sphère privée, quand même, je crois qu'il n'y a pas d'écho dans le monde professionnel, ou l'inverse, des fois. Ça veut pas dire qu'il faut transformer ta famille en expérimentation sociale, ou l'inverse, mais il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont des fondations. Et je pense que tu peux que simplement être efficace que si tu as des fondations solides, donc la partie privée est un fondamental, c'est-à-dire que si tout va mal dans ta vie privée, tu pourras jamais ou très difficilement performer au niveau professionnellement sans cramer un temps et une énergie folle. Une énergie folle. Voilà, donc parce que tu fais par compensation plutôt que en fait par volonté et développement naturel et voilà, et je pense qu'après c'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire que le jour le but c'est pas d'être malheureux en faisant l'un ou l'autre. Et le but c'est pas de faire un choix, c'est de trouver un équilibre où les deux sont respectés. Workaholic, c'est pas forcément une solution à devenir un bon manager. Je suis passé par là, j'en sais quelque chose, et je peux remercier mon épouse qui a été quand même très compréhensive à cette époque-là, qui me laissait faire mes 70 à 120 heures par semaine. Vraiment, voilà, c'est quand même, je peux la remercier tous les jours. C'est occuper des enfants quand ils étaient petits. Mais après, ouais, tu comprends que les priorités, c'est pas ça. Et l'équilibre te permet d'être productif. Et on se rend pas compte que c'est pas parce que tu crames 120 heures que tu seras plus productif que quelqu'un qui fait 40 heures par semaine. Donc voilà. C'est vraiment assez dingue, mais j'ai l'impression aussi qu'on a besoin d'en passer par là, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire. C'est étrange. J'ai aussi l'impression qu'on a besoin d'en passer par là pour en prendre conscience, malheureusement. C'est pour ça que je recommande quand même aux gens de faire l'expérience du management, et je leur plutôt en général, quand je les conseille, je leur dis prenez l'aspect du management pas par le contrôle mais plutôt par le leadership. Parce que c'est quelque chose qui va naturellement être plus facile à travailler et plus dans les valeurs en général, parce qu'on a envie d'être écouté, on a envie de guider des équipes, et je pense que c'est profondément dans la nature humaine. C'est-à-dire que de partager, d'échanger, de construire ensemble. On peut dire ce qu'on veut, on a besoin de ça. Et un des conseils très pragmatiques que je donnais quand je suis devenu manager, tu vois, dans certaines organisations, j'aurais dit, je veux passer des vacances tranquilles. Donc, il faut que l'organisation tourne sans moi. Tu vois, donc, tu peux pas le faire si tu es dans le contrôle. Ça marche que si tu es dans le leadership, et que les équipes s'autonomisent pendant ton absence pour pas t'appeler dès qu'il y a quelque chose. Donc voilà, c'est très révélateur. Ça, c'est très, très révélateur du fonctionnement. Je dis aux gens, vous avez le droit d'être égoïste quand vous êtes manager. Il faut penser à vous d'abord. Penser à vous, c'est voir long terme aussi. C'est-à-dire que comment les autres vont faire le travail à votre place. Oui, parce qu'autrement, tu tiens pas sur la durée. Un des travaux que je fais quand j'accompagne certains clients, c'est effectivement les stratégies sur la transition. C'est-à-dire être capable de faire un handover. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux monter,
il faut que tu puisses transitionner ton travail, il faut que tu prépares les équipes pour le faire. Et ça, c'est un des points importants parce que ça, j'ai compris ça quand même à une certaine époque de ma vie. C'est effectivement si tout seul, ça va, c'est sûr, hein, t'as l'impression que ça va plus vite, mais en fait, en équipe, ça va quand même plus loin. Ouais, mais complètement. Faut faire switcher le mindset et ça se fait pas du jour au lendemain. Non, là, dans le contrôle, t'as souvent des problématiques de peur de transmettre des éléments qui t'as l'impression qu'ils sont à toi. Alors que, non, moi, j'ai rapidement compris que mon salut allait tenir par la capacité à transmettre ce que j'avais dans ma tête vers des personnes. Et c'est plutôt ça. Après, il faut avoir un management. J'ai eu un manager, un CFO qui m'a accompagné à l'époque, qui était vraiment très, très bien pour ça. Il a été très bienveillant. On a fait un plan à long terme, plan de transition sur 2 ans. Donc, je suis passé d'un endroit où j'étais in the dark place, c'est-à-dire, en fait, tu contrôles plein d'éléments au carrefour de plein de sujets et tu deviens un risque pour l'entreprise, ce qui est vrai avec le recul. Même si dans ta tête, c'est pas du tout ça. Tu veux performer, mais d'un coup, tu reviens dans cette logique de mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe si je passe sur un camion? Et techniquement, ça arrivait. C'est-à-dire qu'avant, j'ai été des fois où j'étais obligé de me payer le taxi pour que je vienne au bureau parce que j'avais mal au dos. Et ça, sans lutter aussi problématiques de stress, qu'on va en parler dans d'autres sujets, mais voilà. Donc d'un coup, c'est pas ça. Donc l'approche rationnelle, effectivement, c'est de donner des limites raisonnables à chaque chose qu'on fait. Merci Son, merci pour ton temps, merci pour cet échange toujours aussi passionnant. Je vais laisser le lien vers ton profil LinkedIn dans les commentaires de cet épisode si les gens ont envie de te contacter et de continuer cette conversation. Moi, je te remercie infiniment de ton temps encore une fois. Et si cet épisode vous a plu, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parfois, c'est les plus petites actions qui peuvent avoir l'impact le plus important. Donc merci et à très vite. Merci Stéphanie et au plaisir. À toi qui écoutes cet épisode, je le répète souvent, Reset Your Mind n'est pas un espace pour performer plus, coûte que coûte. C'est un espace pour déprogrammer ce qui a tenu trop longtemps sous l'eau. Les fausses obligations, les exigences qui ne sont pas les tiennes, les rôles que tu as endossés pour être à la hauteur. Ici, nous ne cherchons pas à améliorer pour améliorer, nous invitons à refaire surface, à libérer de l'espace dans la tête, à relâcher la pression inutile et tout ce qui fait que l'on t'a fait croire que tu devais serrer les dents pour avancer, pour avoir de la valeur, pour mériter ta place. Reset Your Mind, c'est un lieu où on remet du fun, de la légèreté, du vrai, et surtout où tu redécouvres cette évidence simple, oubliée, pourtant fondatrice. Tu es assez. Déjà assez pour créer une vie personnelle et professionnelle qui te ressemble vraiment. Si cet épisode t'a plu, alors n'hésite pas à le commenter ou le noter sur ta plateforme préférée, ou tout simplement le faire suivre à une personne qui aurait besoin de l'entendre. Parfois, il suffit d'un micro-pas pour changer fondamentalement de point de vue. Et puis, Reset Your Mind commence à être connu. Alors j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À la semaine prochaine.